Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados dont Question de preuve, un podcast d'actualité juridique. On discutera du droit de la franchise, de l'entrepreneuriat et de mentoring. La pratique de mon invité cette semaine l'amène à accompagner et conseiller les entrepreneurs dans diverses facettes du droit des affaires, à savoir le droit commercial et corporatif, les marques de commerce et la franchise, domaine dans lequel, au fil des mandats, il a acquis une expérience appréciable. En parallèle de sa pratique, mon invité enseigne le droit des affaires, le droit des contrats, le droit immobilier et la rédaction juridique à l'université et à l'école du barreau. Donc croyez-moi, c'est pas moi qui va faire votre éducation aujourd'hui. Il siège actuellement à titre de président du conseil d'administration d'un organisme sans but lucratif, œuvrant à la défense des droits des citoyens dans le domaine de la consommation et est aussi coach d'affaires. On peut le contacter notamment pour des contrats de distribution, de démarrage d'entreprise, de licence, de marque de commerce et du droit de la franchise. Alors bonjour Guillaume Lapierre. Bonjour Hugo. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien toi? Merci de te déplacer. Mais oui, ça va bien, merci. Merci de te déplacer 7h30, un mardi matin quand même. C'est une très bonne façon de commencer la journée. Donc, on discutera aujourd'hui avec toi de droit de la franchise, de l'entrepreneuriat et de mentoring. J'aimerais ça cependant que tu parles un petit peu avec nous de ton parcours général, personnalisé. On peut parler peut-être du bac même avant si tu penses que c'est pertinent. Du bac, je sais que tu as une maîtrise en droit des affaires. On peut peut-être partir de là. Alors, fais-nous un petit peu ton parcours. Mais en fait, j'ai un parcours assez linéaire. Donc, cégep en 2 ans, université en 3 ans, barreau en 8 mois par la suite. J'ai commencé ma pratique dans un petit cabinet dans le Vieux-Montréal pendant 5 ans. J'ai eu la chance de travailler avec un avocat qui était spécialisé en droit de la franchise, donc c'était à peu près 30% de sa pratique. Le reste, c'était essentiellement du litige commercial et du droit des affaires, ce qui a fait en sorte que j'ai orienté ma pratique là, dans un peu sous cette formule-là. Donc, j'ai rejoint par la suite Terrain Couture l'an dernier. J'avais besoin de nouveaux défis, j'avais besoin de changer de cabinet, changer d'air, puis avoir des dossiers un petit peu plus stimulants. J'ai toujours travaillé au service essentiellement des entreprises, donc en transactionnel, donc en droit des affaires général, comme tu l'as mentionné. OK, cool. Le stage, tu l'as fait où? Chez ODI Associés. OK. Ça, c'est dans le Vieux-Montréal, c'est ça? Yes. Oui. Et ta pratique actuelle était-elle décidée tout de suite après le stage? Je l'ai plus dessinée au fil des mandats que j'ai eu en fait. Ah, OK. Donc, c'est naturellement que les gens ont commencé à donner des mandats en droit de la franchise ou... Non, en fait, la pratique de mon ancien mentor était en droit de la franchise. Donc, lui avait beaucoup de mandats dans ce sens-là. En fait, c'est arrivé de fil en aiguille que j'ai eu des mandats en droit de la franchise. Est-ce que tu as des affinités particulières avec des franchiseurs avant que tu aies commencé à faire ça ou des gens qui sont en affaires avec des franchises? Ou... En fait, à 6 ans, j'avais mon McDonald's, mais je pense que c'est on est plus dans les jeux d'enfants, mais sinon, de façon un peu plus... moins loufoque, j'ai fait le processus pour devenir franchisé d'une bannière alors que j'étais à l'université avant de commencer le barreau, mais je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée d'aller de l'avant avec ce projet-là. Là. Surprise, ça faisait pas partie du synopsis, écoute. Non! Ouais, fait que c'est là, en fait, que je me suis rendu compte de c'était quoi le franchisage. Donc, avant même de commencer le stage, j'étais en mesure de savoir c'était quoi. J'ai fait le processus, oui. Ça a pas été... J'ai pas été de l'avant parce que je pensais que c'était une meilleure idée d'aller au barreau les esprits en paix. Mais j'ai appris à connaître c'était quoi ce domaine-là. J'ai lu beaucoup aussi là-dessus. Là. Donc, autant que je suis passionné d'entrepreneuriat, je suis passionné aussi de ce domaine-là. Puis je trouve que c'est une super belle façon là, d'exploiter une entreprise au Québec. Ah oui, OK. Ouais. Ça a quand même un peu un genre de stigmate là, derrière les... de mon point de vue, quelqu'un qui s'en va en affaires par une franchise, tu as souvent l'impression, à moins qu'on parle d'énormes franchises, là, mais tu as souvent l'impression que ceux qui sont franchiseurs, c'est eux-mêmes pour développer une business qui sont pas tout à fait clairs avec ça. Si on va dans un salon de la franchise, souvent que tu peux acheter des franchises de boutiques que tu n'as jamais même vues de ta vie. Là, donc, c'est un peu particulier. Mais c'est qui le franchisé type au Québec? Clairement, pour moi, le franchisé type, c'est un entrepreneur qui a besoin d'encadrement. Donc, je trouve que la franchise, c'est de l'entrepreneuriat, quant à moi, encadré. Donc, c'est sûr que... Puis là, je vais vraiment prendre les mots de mon ancien patron là, qui disait « L'entrepreneur jusqu'à dans la moelle épinière, le beauceron. » Je suis moi-même beauceron. Fait qu'à toutes les fois que j'entendais cette histoire-là, ça me touchait. C'est peut-être pas le meilleur franchisé type parce que très tôt dans la relation contractuelle, il va se rendre
rendre compte des lacunes que le franchisage va y amener. Donc, peu de liberté, beaucoup d'encadrement. Donc, la personne qui a besoin de développer ses idées, développer son format, peut-être que le franchisage n'est pas la meilleure façon pour lui de le faire. Mais la personne qui veut se lancer en affaires, qui ne sait pas trop comment, qui a besoin d'encadrement, qui a besoin d'un filet de sécurité, clairement, le franchisage est une super belle façon de le faire, là, quant à moi. OK. Quand tu dis peu de liberté et beaucoup d'encadrement, on verra dans quelques exemples un peu plus tard qu'il y a des franchiseurs qui oublient cette obligation-là de bien encadrer leurs franchisés. Effectivement, ça a donné lieu à des super belles décisions qui sont très utiles aujourd'hui. Le franchiseur ou la franchise au Québec, c'est populaire? Oui, si on regarde les statistiques, il y a environ, je te dirais, entre 300 et 400 concepts là, de franchise au Québec. Puis, OK, tant que ça. Ouais. Puis si on regarde les statistiques, je te dirais qu'il y en a toujours environ 80 nouveaux par année qui arrivent. Donc, il y en a qui meurent, il y en a qui arrivent aussi sur le marché. Je suis pas un expert en statistiques, mais je pense que c'est un domaine qui est en progression puis qui est pas près de mourir. Lorsque James, notre recherchiste, et moi regardions un peu le sujet, on s'est aperçu premièrement, puis c'est un réflexe que j'avais ou que j'avais pas, je me suis dit, OK, mon franchise dans le code civil, c'est un contrat nommé. Donc, j'avais pas de réflexe de dire que c'en était un, mais j'étais pas non plus à 100% certain que c'en était pas un. Le franchise, c'est pas un contrat nommé au Code civil du Québec. Fait qu'on le définit comment? Un contrat synalagmatique, un contrat d'adhésion, on s'en va où là-dedans? La franchise, par définition, c'est une manière d'exploiter un concept commercial à succès par lequel une personne, qu'on appelle évidemment le franchiseur, va permettre à une autre personne, qu'on appelle le franchisé, d'exploiter, d'utiliser son concept. Donc, dans le contrat de franchise, souvent les gens vont penser qu'on achète une franchise, mais quant à moi, on loue l'opportunité commerciale derrière la franchise. Donc, effectivement, tu as raison de dire que c'est pas un contrat nommé dans le Code civil, parce que ce serait premièrement un contrat avec bien des particularités. Qui s'apparente pas au contrat de vente, même si on pense qu'on achète une franchise, dans les faits, on loue plus l'opportunité via une licence d'utilisation. Là. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai, dans le fond. J'ai pas pensé à ça. Alors que oui, c'est vrai, dans le grand public, on dit je me suis acheté une franchise. Exact. Je vais acheter une franchise. Exact. OK, donc c'est un droit d'utilisation qui s'apparente un peu à la location. OK, ouais. OK. Et outre... Bon, on va parler un petit peu de 1434 un peu plus tard, là, mais 1434 du Code civil du Québec qui nous dit le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qui est exprimé, mais aussi pour ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. Donc, je pense que c'est à partir de là où on dit, bon, ben, un contrat de franchise, c'est pas un contrat nommé, mais c'est un contrat qui est connu. Et puisque c'est un contrat qui est connu, il y a des choses qui en découlent selon sa nature, ses usages. Bon, l'équité et la loi. Donc, il y a des usages et la nature du contrat de franchise donne, j'imagine, des obligations qui sont particulières aux deux parties. On a vraiment l'impression, dans un contrat de franchise, que c'est presque unilatéral, c'est-à-dire que le franchiseur fait toutes les règles et le franchiseur, sa job, c'est de renforcer ces règles-là et s'assurer que les franchisés les respectent. Donc, on parle de propreté, on parle d'acheter des petites copes de beurre de lui-même ou d'avoir des napkins qui disent le nom de la franchise dessus. Mais ça se limite pas nécessairement juste à ça. C'est ce que je comprends. Oui, tu as une très bonne compréhension, Hugo, de qu'est-ce que c'est. Puis effectivement, c'est la beauté des contrats nommés dans le Code civil, ce qui fait en sorte qu'évidemment, les parties co-contractantes en elles vont décider dans le contrat de ce qu'ils veulent mettre dans le contrat finalement. Donc, c'est sûr qu'au fil du temps, la pratique s'est orientée vers beaucoup d'obligations envers les franchisés, très peu envers les franchiseurs. On a des super belles décisions de principe, par contre, qui ont venu un peu brasser la notion, à savoir que le franchiseur avait effectivement des obligations, là, comme tu as mentionné, implicites, l'obligation de renseignement, l'obligation de soutien et d'assistance de ses franchisés, l'obligation de déployer sa marque de commerce à travers le réseau. C'est des obligations qui sont super intéressantes, qui sont venues protéger les franchisés au fil du temps. Au Québec, la particularité, c'est qu'on n'a pas d'encadrement en tant que tel du franchisage, contrairement à d'autres provinces qui, eux, se sont dotées de législation spécifique.
Il y a des pays dans le monde où est-ce qu'on a des lois sur le franchisage, ce qui n'est pas le cas au Québec, malheureusement. Donc, on se réfère, comme tu l'as mentionné, à notre bon vieux Code civil à 1434 sur les usages, l'équité et la loi. Là. C'est malheureux qu'on n'ait pas de loi particulière ou on est correct, on est bien servi avec ce que notre Code civil nous offre dans le cas présent? Mon opinion là-dessus, c'est que c'est malheureux pour les franchisés de ne pas avoir d'encadrement. C'est quand même très bénéfique pour les franchiseurs de ne pas en avoir. À titre d'exemple, en Ontario, la loi Outer-Wesher, elle, ce qu'elle mentionne, c'est que le franchiseur a beaucoup d'obligations de divulgation avant qu'un franchisé vienne dans son réseau. Puis ces obligations-là, je te dirais, Hugo, qui s'apparentent pratiquement un disclosure pour une entreprise qui veut rentrer à la bourse, qui va devoir donner de l'information à ses futurs investisseurs. Donc, c'est un peu le même principe que les franchiseurs doivent donner. Ce qui fait en sorte que lorsqu'un franchisé va approcher un franchiseur ontarien ou du BC, par exemple, il y a beaucoup d'informations qu'il va devoir donner sur les administrateurs, sur le concept. Il va devoir donner, évidemment, les pro-forma, les états financiers. Fait que pour le franchisé, c'est rassurant parce que quand il embarque dans l'expérience commerciale, il le fait en connaissance de cause. Au Québec, je trouve qu'on a vu beaucoup de cas où est-ce que il y a des gens qui ont investi dans des franchises. J'ai moi-même des clients qui ont fait ça dans le passé et qui finalement, l'opportunité commerciale qu'on nous a fait miroiter n'était pas vraiment au rendez-vous. Là. C'est pas un peu... C'est un peu comme je te disais tout à l'heure, des fois on a l'impression que le franchisé, c'est quelqu'un qui sait pas trop comment s'en aller en affaires, mais il veut s'en aller en affaires, fait qu'il achète une franchise, pour utiliser l'expression dédiée. Mais le franchisé a pas aussi lui-même des propres informations, un genre de due diligence, de commencer à demander le plus d'informations possible. Et si le franchiseur est pas transparent, peut-être que ça devrait semer des doutes dans sa tête. Je sais pas si on a besoin d'une loi pour ça, particulièrement. Tu as raison, la réflexion est super bonne. La jurisprudence a parlé aussi de cette notion-là. Je pense à l'affaire Olco, où il y a une décision aussi qu'aura déjeuné, où est-ce qu'on est venu imposer cette obligation-là au franchisé de faire sa vérification diligente avant d'acheter. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui écoute, par exemple, la ratio de ces décisions-là, puis qui prennent la peine de faire ce qu'on a à faire, donc nos devoirs. C'est sûr que les tribunaux sont conscients que dans le domaine du franchisage, on est en place avec deux personnes d'affaires habituellement, donc deux entreprises. Donc évidemment, comment on interprète ça, c'est une autre... on n'est pas dans une relation personne physique avec une personne morale habituellement. Mais il en demeure pas moins qu'il y a quand même une des deux parties qui est habituellement favorisée, qui est le franchiseur. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on voit et c'est un peu ce qu'on remarque de la jurisprudence que tu m'as soumise, le pré-enregistrement, où c'est là où les tribunaux s'en vont, comment faire pour mieux protéger les franchisés. Je rappelle d'ailleurs aux auditeurs que tous les liens de toutes les jurisprudences qui sont mentionnées lors de l'épisode seront disponibles sur les notes de l'épisode 17. On va vous garder le titre et le mot-clé secret pour un peu plus tard. Si on continue, est-ce qu'on a Guillaume, est-ce qu'on a des définitions, si on dit un peu moins maison du franchisage et de la franchise, qui viennent peut-être de la doctrine ou de la jurisprudence? En fait, on en a deux super intéressantes en doctrine, là, dont une de Maître Jean H. Gagnon, qui est une sommité évidemment en matière de droit de la franchise au Québec, qui définissait dans les années 90 la franchise comme étant une relation commerciale et contractuelle à long terme entre deux entreprises juridiquement indépendantes l'une de l'autre, par lesquelles l'une d'entre elles, appelée le franchiseur, accorde à l'autre, appelée le franchisé, le droit de faire affaire d'une manière particulière, développé et préalablement expérimenté avec succès par le franchiseur dans un territoire délimité selon des normes uniformes et définies et sous une des marques de commerce ou enseignes données pour une durée limitée contre rémunération. De plus, par cette entente, le franchiseur accorde au franchisé certains services additionnels, notamment au niveau de la gestion des affaires du franchisé et de la mise en marché de son entreprise, et le franchiseur s'oblige à contrôler l'uniformité des méthodes définies et à les améliorer constamment en fonction des besoins du marché, définition qui a été reprise là, et adaptée un peu dans le livre de Maître Frédéric Gilbert, Le droit de la franchise au Québec. Moi, je trouve que la définition est très intéressante, mais est-ce que tout ce qui est dans cette définition-là pourrait être un peu contré
par l'entente contractuelle, c'est-à-dire l'obligation d'améliorer la marque. Est-ce qu'on pourrait dire le système est comme ça aujourd'hui, puis le franchiseur ne s'engage pas à améliorer la marque? Pourrais-tu prévoir ça de façon contractuelle? Ben ça, je pense que même si on le prévoit contractuellement, c'est une clause qui va être évidemment réputée non écrite. Les tribunaux ont parlé là-dessus. L'obligation de soutien et d'assistance des franchiseurs demeure. D'ailleurs, c'est la décision de Duncan Brand qu'on va peut-être un peu parler tout à l'heure, le Bertico. C'est une décision qui a été même reprise dans d'autres types de contrats. Ça a l'air d'être un incontournable quand tu écris le mot franchise et Québec. Ça l'est devenu. Ça l'est devenu. C'est une décision super intéressante, mais je pense que partant de la ratio de cette décision-là, il faut comprendre que le franchiseur a cette obligation-là, qu'il le mette ou non dans son contrat. J'ai même, pour Duncan, j'ai même trouvé hier, en faisant ma recherche, une avocate en Ontario qui parle de cet arrêt-là dans le cadre de l'augmentation du salaire minimum des employés en Ontario. Wow! Donc, ça imposait l'augmentation d'à peu près 10-12% imposait un 20% de charges supplémentaires aux franchisés. Et l'avocate se demandait si ça devrait pas automatiquement retomber dans la charge de l'obligation d'assistance du franchiseur envers le franchisé, puisqu'il y avait une loi qui disait que les salaires minimums augmentaient, mais là on parlait de 20%, là, donc ça avait un gros impact. Elle se posait la question, là, je ne sais pas ce qui est arrivé avec cette partie-là, donc je pense que Duncan a vraiment fait un grand impact là, dans le domaine du franchisage au Québec, puis même au Canada. J'ai une autre question pour toi. Dans ta définition, tu nous disais, ça mentionnait pour une durée limitée. Évidemment, une franchise qui va bien, est limitée dans le temps. Au niveau de la renégociation, pour qu'on rajoute un autre 10 ans ou un autre 15 ans à notre contrat de franchise, est-ce que le franchisé se retrouve un peu à la solde du franchiseur si ça va vraiment bien, puis finalement tes redevances étaient de 4%, sont rendues de 9% à partir d'aujourd'hui? Est-ce que ça peut arriver, ça? Mais je te dirais que la durée, le renouvellement, puis les redevances qu'on paie dans un contrat de franchise, c'est très similaire à ce qu'on voit dans du bail commercial. Donc, on a tout intérêt, évidemment, à prévoir des durées plus longues avec des options de renouvellement, comme tu mentionnes. Mais c'est sûr que le franchiseur, un peu comme un locataire, a une marge de manœuvre qui n'est pas totalement discrétionnaire, ceci dit. Moi, je conseille toujours à mes clients qui achètent une franchise, par exemple, de caper ces redevances-là pour les prochaines années. Donc, même de prévoir la royauté continue qui va être versée en fonction des ventes pour les prochaines années au moment du renouvellement. Je te dirais, par contre, Hugo, que la pratique en matière de renouvellement veut qu'habituellement, le franchiseur va maintenir une royauté qui est très similaire au contrat d'origine. OK. Pour que la franchise continue à être profitable pour le futur. Exact. Donc, je t'entends et j'ai lu un petit peu tes textes pre-show. C'est pas un contrat d'adhésion. C'est négocié. Les clauses d'un contrat de franchise sont négociables. Oui, mais je te dirais que ça dépend toujours avec quel franchiseur on va faire affaire. À la blague, je dis toujours, si tu négocies un contrat avec McDonald's, la seule chose que tu vas négocier, c'est la couleur de l'encre avec laquelle tu vas signer le contrat. Okay. Donc là, on est purement dans un contrat qui va s'apparenter à un contrat d'adhésion. Par contre, il y a plusieurs contrats. J'arrive moi-même à négocier des contrats avec des franchiseurs qui se négocient. Donc, on tombe dans du contrat de gré à gré. Ça dépend évidemment toujours de la notoriété du franchiseur, du nombre de franchisés qu'il a aussi, là. Mais il y a eu un débat aussi à savoir c'était-tu un contrat d'adhésion, un contrat de gré à gré, et les tribunaux ont interprété le contrat de franchise à l'occasion comme étant un contrat d'adhésion et dans certaines autres circonstances comme étant un contrat de gré à gré. OK. Selon les mêmes règles d'application, d'interprétation qui sont données par le Code civil. Oui. OK. On a convenu avec un franchiseur d'une convention de franchise. On commence à opérer. Au début, là, c'est quoi les exemples de problèmes qu'un franchisé pourrait avoir? Je te dirais que le problème que moi, en tout cas, j'ai vu le plus dans les 6 dernières années, c'était le fait que les revenus n'étaient pas au rendez-vous. Donc, ce que le franchisé s'était fait présenter comme opportunité n'était peut-être pas réalisable dans le territoire où est-ce que lui allait exploiter. Ou souvent, une des frustrations classiques des franchisés, c'est le manque de soutien, le manque d'assistance du franchiseur. Faut dire que puis il y a des décisions aussi qui ont fait état de ça, où est-ce que certains franchisés croyaient que d'avoir une franchise, on n'allait pas avoir à travailler.
Donc, évidemment, c'est pas parce qu'on est franchisé qu'on n'aura pas besoin de mettre des efforts dans notre business pour arriver, évidemment, à ce succès-là. Il y a quelques décisions qui sont super intéressantes là-dessus, où est-ce que certains franchisés se sont notamment fait reprocher de ne pas avoir mis assez d'efforts dans leur business. Donc, c'est une chose de venir blâmer le franchiseur de ne pas nous soutenir ou nous avoir fait des projections financières qui sont peut-être pas adéquates, mais le franchisé, d'un autre côté, a aussi l'obligation de faire comme n'importe quel entrepreneur, puis de se jeter à l'eau, puis de mettre les efforts nécessaires là, pour que la business soit lucrative, finalement. Dans les contrats, c'est des clauses d'effort standard. Là. Le franchisé s'engage à mettre tous les efforts nécessaires pour la réussite de son projet, là, quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça, puis exonération quasi totale du franchiseur quant à des projections ou des représentations faites sur les états financiers. Là. On va revenir dans Dunkin', mais ça s'est vu aussi dans Dunkin', lorsqu'ils ont demandé aux franchisés d'investir pour retaper leur magasin, leur restaurant. Ouais. Ils se sont fait aussi dire signez-nous aussi un release si jamais ça fonctionne pas, la rénovation. Okay. Donc, on a les objectifs financiers qui ne sont pas atteints. Mais est-ce que les franchisés comprennent que ça va prendre 3 ans avant que ça commence à faire de l'argent? J'imagine que oui. J'ai pas la science infuse sur la question, mais j'imagine qu'il y en a que oui, il y en a que non. Okay. Donc, c'est toujours un peu la question. Mais c'est ça. C'est souvent une des problématiques que certains franchisés pensent qu'ils vont être accompagnés de A à Z, y compris au niveau des ventes et de la publicité, du marketing. Oui, le franchiseur va faire des efforts. Oui, le franchiseur va développer un fonds publicitaire national, régional, international dans certaines bannières, mais le franchisé, de son côté, a à se faire connaître sur son territoire. Là. Ça, c'est évident. OK. Ouais. Est-ce que le franchiseur a des obligations de partager avec les franchisés ce qu'il va faire au niveau publicitaire et tout ça pour que les franchisés soient d'accord avec les campagnes qui vont... Obligation, je dirais non. Donc, évidemment, les contrats habituellement ne prévoient pas ça. Mais si on regarde la tangente actuelle du franchiseur qui se veut beaucoup plus une coopération, un partenariat, il y a plusieurs franchiseurs qui, eux, vont se doter implicitement de cette obligation-là en faisant des rencontres biannuelles ou annuelles avec leurs franchisés. Ils vont sonder le pouls. Qu'est-ce que vous voulez, etc. pour nos campagnes publicitaires. Est-ce que vous voulez qu'on aille plus vers le web ou pas? Mais je te dirais que c'est pas une obligation. C'est plus une tendance de sonder le pouls des franchisés. On va se lancer directement dans Bertico Inc. et Dunkin' Brands du Canada. Dans cette décision, la Cour d'appel réaffirme l'obligation du franchiseur de prendre des moyens raisonnables pour protéger et rehausser la marque. Si on se met en contexte, il y a plus de 200 Dunkin' Donuts au Québec qui ferment leurs portes en moins d'une décennie. On parle des années 90. La part de marché de Dunkin' Donuts a chuté au même moment où Tim Hortons a pris une forte expansion, passant de 60 à 308 succursales entre 1995 et 2003. Donc, dans ce cas-là, on avait, et je pense qu'on s'en souvient tous, on avait des Dunkin' Donuts à tous les coins de rue, puis tout d'un coup, les Dunkin' Donuts, on en voit de moins en moins. Et Tim Hortons prend la place. Nous autres, de l'extérieur, on a plutôt l'impression que c'est Tim Hortons qui prend la place, point à la ligne. C'est un changement de garde, alors que au-dessus de 200 franchisés prennent un recours contre le franchiseur en disant, grosso modo, tu nous as laissé tomber. Dunkin' Donuts se défend. Dunkin' Donuts se défend en disant la défense standard, vous êtes pas occupé de vos affaires. C'est à peu près ça, c'est votre faute, c'est pas de la nôtre. Aussi, ils leur ont dit, on vous a offert de rénover vos magasins avant la période normale de rénovation. J'imagine qu'il y avait à tous les 10 ans, il faut qu'ils rénovent avant la période normale de rénovation, mais ce qu'ils disaient pas, c'est que, sauf que si tu rénoves, tu nous signes un release aussi de l'autre côté. Moi, tant qu'à moi, au niveau stratégique, je pense que c'était une erreur, parce que ça a dû être ça, le fait qu'il y avait un release de l'autre côté qui a fait un ching dans la tête des franchisés en disant, pourquoi il veut qu'on signe un release? Probablement qu'il n'a pas lui-même confiance à ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'est passé dans Dunkin' Brands contre Bertico qui fait qu'aujourd'hui, c'est un arrêt phare, un arrêt référence en droit de la franchise? Bien, en fait,
Pour commencer, je cherche mon beigne, donc ça donne le goût de manger un beigne, cette histoire, Hugo. On essaie de tout prévoir chez Rivercast, mais là, on en a oublié. Mais blague à part, je te dirais que la ratio dans Dunkin' reprend finalement certains enseignements que une décision des années 97 dans Provigo nous avait enseigné. Donc, les fameuses obligations implicites, c'est un mouvement qui avait commencé dans la décision Provigo dans les années 97. Si je peux t'arrêter, l'arrêt de principe Provigo, juste rapidement, on va avoir des références, chers auditeurs, dans les notes de l'épisode. C'est où la Cour d'appel réitère que le franchiseur est lié à une obligation implicite de bonne foi, dont l'application n'est pas limitée au cas où les franchiseurs font injustement concurrence à leurs franchisés. Ouais. Grosso modo, on part de là. Donc, le juge Tingley, dans Bertico, ce qu'il a fait, il a notamment repris les enseignements de Provigo, mais on est allé plus loin en imposant évidemment au franchiseur une obligation implicite de soutenir son réseau. Hein? Donc, tu l'as mentionné tout à l'heure, Hugo, une des lacunes de Dunkin', c'est d'avoir regardé son compétiteur direct, Tim Hortons, puis avoir absolument rien fait, hein, ou avoir dit faire des choses, mais que dans les faits, c'était pas concret pour, évidemment, passer cette concurrence-là. Les franchisés, il faut comprendre qu'eux ont une limite quant à ce qu'ils peuvent faire au niveau du marketing, au niveau évidemment de contrer, de fighter, excusez l'anglicisme, cette concurrence-là. C'est le franchiseur qui avait cette obligation-là de soutenir, d'améliorer sa marque. Tu en as parlé avec les réparations, de rendre plus actuel son concept, ce qui évidemment n'a pas fait au fil du temps. On a vu des Dunkin' Donuts mourir année après année, puis évidemment, les franchisés se retourner contre le franchiseur pour dire « c'est assez, nous on a signé un contrat de franchise », qui venait avec du soutien qu'on n'a pas eu finalement. Là. Mais c'est ça, puis au-delà de ça, les franchisés, eux autres, l'ont vu venir. Hein, c'était un effondrement graduel. Dunkin' Donuts, le juge Tingley dit face au phénomène Tim Hortons. Mais ce qui est important dans cet arrêt-là, c'est que les franchisés avaient aussi envoyé des avis avant de prendre l'action en justice. Ils ont alerté le franchiseur qui ont demandé un plan de relance. Ouais. Le plan de relance, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont reçu un. Trop peu, trop tard, mais il est attaché avec, encore une fois, je reviens, mais avec un release. C'est ça qui fait que, tant qu'à moi, je dis, c'est un faux plan de relance en disant, voici, c'est tout ce qu'on a, puis on jette l'éponge. Et là, il disait, vous n'avez pas le droit de jeter l'éponge. C'est à peu près ça qu'il disait. Vous avez une obligation, même si c'est une obligation de moyens, vous avez l'obligation de soutenir. Ouais. Puis la Cour d'appel, dans ses conclusions... En fait, la Cour d'appel a appliqué non seulement l'obligation de bonne foi dont on a parlé tout à l'heure dans Provigo, mais est allée aussi plus loin avec le fameux devoir d'assistance et de collaboration du franchiseur. La Cour d'appel, dans Bertico, on arrive à la conclusion que le franchiseur avait une obligation implicite en ce sens envers ses franchisés. Donc, ils prennent Provigo, ils vont un peu plus loin... protéger et promouvoir la valeur de la bannière au-delà du moment du démarrage de la franchise par l'assistance qu'il fournit et en s'assurant que tous les franchisés du réseau maintiennent et améliorent les standards de propreté et de qualité. C'est incroyable. Donc, c'est la responsabilité du franchiseur de s'assurer que ses franchises sont conformes, correctes et s'améliorent. Et donc, ça revient un petit peu, on en a parlé pre-show, le franchiseur, il est là pour taper sur ses franchisés, remettre ses franchisés dans les rangs, mais il est aussi là pour assister. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, l'exemple qu'on peut donner, qui a un restaurant très, très sale, c'est sûr qu'il y a l'obligation de dire « ton restaurant est sale », mais ce que je comprends de Dunkin', c'est aussi qu'il y a l'obligation de l'aider à rehausser la propreté de son magasin. Tout à fait. Ici, on parle d'un arrêt qui est quand même 2015, qui est encore aujourd'hui fort et appliqué dans tout ce qu'on appelle franchise en date d'aujourd'hui. Au niveau du calcul des dommages, perte de profit, perte d'investissement, je sais qu'il y a eu un calcul là, qui a été changé là, par la Cour d'appel. Dommages, c'est la même chose. Hein? Faute, dommage, ligne causalité. Il n'y a rien de nouveau encore dans ce... même si c'est un contrat de franchise, il n'y a rien de particulier pour ça. 1458 du Code civil au niveau du calcul. Est-ce qu'on peut parler rapidement de la règle d'appréciation commerciale qui, dans Dunkin', on dit qu'il ne s'applique pas? Je te donner un petit heads-up là, aux gens, aux auditeurs aussi, c'est que la règle d'appréciation commerciale, c'est une règle qui dit Monsieur le juge, vous n'avez pas le droit d'intervenir parce que ce sont nous les
les administrateurs et ce sont nous qui sommes les meilleurs qui sont en mesure d'apprécier commercialement comment on devrait runner la business. Dans ce cas-là, ils ont dit « wow, c'est pas suffisant. On est d'accord que les administrateurs connaissent mieux leur business, mais vous avez quand même des obligations au-delà de ce que vous dites que vous connaissez, que vous savez qu'est-ce qui est mieux pour la business. Dans ce cas-là, on saura de toute façon que clairement, ils ne savaient pas ce qui était de mieux pour la business. Ils ont perdu toutes les franchises. Est-ce que tu étais d'accord avec cette partie-là du jugement où on dit que la règle d'appréciation commerciale ne s'applique pas? À 100%, puis quant à moi, la règle d'appréciation commerciale n'a pas à s'appliquer dans un contexte où est-ce qu'on a un contrat de franchise qui vient par-dessus tout ça, encadrer une relation. Donc, c'est pas vrai qu'un franchisé a le même degré d'appréciation commerciale dans ce qu'il fait dans sa business, étant donné qu'il y a un franchiseur qui lui dit quoi faire ou ne pas faire, en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que au niveau de l'obligation de moyens qui semble avoir été encadré dans cet arrêt-là, c'est-à-dire que c'est vrai que Dunkin a une obligation de moyens, non pas une obligation de résultat, mais cette obligation de moyens vient avec des obligations de faire quelque chose. Est-ce que ça, tu étais d'accord aussi de la façon que ça a été rendu par la Cour d'appel? Oui, sans être un expert sur comment que l'obligation de moyens est interprétée par les tribunaux dans les dernières années, je trouve qu'il y avait une très grande logique des tribunaux que de venir dire que dans ce cas-ci, l'obligation de moyens n'a pas été rencontrée parce que pour x, y raison, le franchiseur ne les a tout simplement pas pris, ces moyens-là. On applique les règles de 1434, la règle vraiment très générale de 1434, puis on dit OK, on part de là, puis on dit, franchiseur, tu as un devoir de protéger et accroître la valeur de la marque. Ouais. On va plus loin que ce que je comprenais que 1434 disait au départ, et j'imagine que ça va avoir des répercussions sur d'autres causes dans le futur. Et si on continue un petit peu dans la même veine, on parlait peut-être de franchise Cora, où le franchiseur a manqué à son obligation de renseignement en communiquant pas des documents aux appelants. Ces derniers n'ont pas démontré qu'ils n'avaient pas poursuivi leur démarche, ni fait affaire avec le franchiseur si ces renseignements leur avaient été transmis. Et on parle de l'obligation de renseignement dans l'affaire Asselin contre groupe pétrolier Olco. Qu'en est-il d'obligation de renseignement des franchiseurs versus les franchisés? C'était le juge Coder en 2014 qui avait parlé de ça. Oui, décision super intéressante où est-ce qu'évidemment, la demanderesse a intenté une poursuite à l'encontre de son ancien fournisseur de produits pétroliers avec laquelle elle était liée par un contrat de consignation, là, un peu différent d'un contrat de franchise, mais très similaire à certains égards. La Cour, dans cette affaire-là, devait déterminer si la défendresse avait fait de fausses représentations à la demanderesse. Essentiellement, la demanderesse, donc, qui se lie dans un contrat de concession pour devenir distributeur de produits pétroliers, se plaint finalement comme on disait tout à l'heure, se plaint que les revenus, les profits ne sont pas au rendez-vous. Dans cette décision-là, ce qui est intéressant, c'est que les tribunaux sont venus dire, toi, comme futur signataire de ce contrat de consignation-là, tu avais une obligation de faire ton due diligence, tu avais l'obligation de regarder ton contrat de franchise, tu avais l'obligation d'aller voir un comptable ou un aviseur financier, puis de faire des projections avec lui, puis regarder si ton projet était rentable ou pas. Quant à moi, c'est une obligation qui est intéressante parce que ça responsabilise les futurs franchisés de faire leur devoir. On en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est ce que je te disais, mais il me semble que tu disais qu'il y avait des lois dans certaines provinces qui disaient que le franchiseur a l'obligation de donner plus d'informations qu'on n'a pas ici. Puis là, je te disais, ouais mais on n'a pas comme un peu l'obligation de faire notre propre due diligence. C'est un peu de ça qu'on parle ici. Ouais. L'obligation de renseignement vient aussi avec une obligation de se renseigner. Tout à fait. Ça nous arrive souvent, on s'en va à la cour, puis le juge, on dit au juge, ouais, mais il nous l'a pas dit. Puis le juge dit, y avez-vous demandé? Mm-hmm. C'est là qu'on est à peu près. C'est exactement là qu'on est. Donc, dans le coup, le juge rejette la demande. Oui, exact. Donc, essentiellement, le juge rejette la demande et mentionne que la défendresse n'a pas fait ses devoirs. Donc, si évidemment elle les avait faits, peut-être que la conclusion du juge aurait été différente dans cette affaire-là. C'est sûr qu'il dit que tu avais l'obligation de te renseigner, mais il n'est pas super content non plus sur les renseignements qu'Olco a donnés. On a parlé de l'obligation de bonne foi, il y a un paquet de choses, mais au bout de la ligne, on fait juste dire « t'en as pas fait assez ». Fait que c'est un peu particulier, puis le juge Coder, par ses motifs, rejette la demande. That's it. Il faut comprendre aussi que c'est un dossier de 66 000 $, Cour du Québec. Donc, Guillaume Lapierre, dans Olco, la question à litige était, par l'entremise de ses représentants, est-ce que Olco a fait de fausses représentations?
C'était ça qui était la question à litige. Dans ce cas-là, c'est clair qu'ils n'ont pas donné assez de renseignements. Ils disent que madame s'est pas bien renseignée. Fait que le juge, ici, il précise que le franchiseur ou le concessionnaire a l'obligation de donner des renseignements. Il précise, c'est clair. Maintenant, madame Asselin devait, elle, demander ces renseignements-là, mais c'était pas ça la question en litige. La question en litige, c'est est-ce qu'ils ont fait des fausses représentations. Fait que ouais, ils n'ont pas tout donné, il y a une obligation de renseignement, ils n'ont pas tout donné, mais est-ce qu'ils ont fait des fausses représentations à madame? Ils rejettent la demande, point à la ligne. Exact. Donc, c'est intéressant comme décision. Et là, on s'en va aux articles 6, 7, 1375, 2805 du Code civil du Québec en regard à l'obligation de la bonne foi. Ensuite de ça, au consentement vicié, 1399, 1400, 1401, 1407. C'est incroyable. Donc, le juge va partout. On cite Vincent Karim, on cite Baudouin dans cette affaire-là. Tout ça pour dire qu'il existe une obligation de renseignement, mais il y a une corollaire à ça, une obligation de se renseigner. Et ce qui est important, c'est les renseignements que tu donnes, même s'ils ne sont pas suffisants, il faut au moins pas qu'ils soient faux. Exact. Puis en fait, la question est là parce que, étant donné qu'on n'a pas une loi qui vient nous dire, dans cette obligation de renseignement-là, quel renseignement tu as l'obligation justement de fournir, la nuance est là. Donc, étant donné qu'on n'a pas une loi qui vient nous dire X, Y, Z renseignements qu'on doit fournir, tant et aussi longtemps que le franchiseur va donner les renseignements justes dans les renseignements qu'il donne, moi, quant à moi, on est correct là, à l'heure actuelle au Québec. Mais là, tu as raison. On vient de faire le 360. Là. C'est ça. Vu qu'on n'a pas de loi, on n'a rien qui encadre qu'est-ce qu'on est obligé de donner. La personne qui reçoit peut être un peu inexpérimentée. Elle se fait donner quelque chose. Tant que Holco lui a donné des renseignements qui étaient vrais, ouais. Est-ce que madame s'est bien renseignée sur les renseignements qui ont été reçus? Son consentement n'a pas été vicié, puis il rejette la demande en une ligne. Là. C'est assez... Puis pour te donner un exemple avec ce qui se passe en Ontario, j'ai un client dernièrement qui signait un contrat de franchise avec un grand franchiseur en Ontario, et il a tellement reçu d'informations de ce franchiseur-là que je lui ai dit « Tu connais probablement plus ton franchiseur que ta propre conjointe. » Mais l'image est forte parce que ça démontre à quel point qu'au Québec, on n'a pas cette obligation-là versus en Ontario. Donc, on connaît plus notre franchiseur lorsqu'on va signer ce contrat de franchise-là. Il n'y a absolument rien de ça qui a été modulé au Québec. Je lis rapidement, puis c'est un passage dans l'affaire Holco. Le juge Maillard, c'est une citation du juge Maillard dans MTY. C'est Tikiming, là, c'est un des plus gros franchiseurs d'ailleurs au Canada, si ce n'est pas le plus gros. Il cite au paragraphe 78 de la décision. À cet effet, le tribunal rappelle que les dispositions du CCQ en matière de contrat d'adhésion n'entendent pas favoriser l'insouciance d'une partie qui devrait être vigilante quant à ses intérêts. Ouais. Ça résume bien, je pense. Ben même, je vais te relancer avec le paragraphe 213 là, de MTY Tikiming, où est-ce qu'on disait « Il apparaît des faits qu'un comptable ou un avocat, si connaissant dans le domaine de la franchise, aurait pu aider McDuff à mieux comprendre les documents. » Donc, ça réitère l'obligation, non plus de se renseigner, mais de se renseigner avec des gens compétents. Puis la façon que c'est rédigé là, ça me semble pas être non plus être quelque chose qui était vraiment hors du commun. C'est juste, va voir ton comptable, va voir ton avocat, puis on va t'aider avec ça. Exactement. Alors maintenant qu'on a fait le tour, Guillaume Lapierre, de Bertico, les obligations de renseignement, l'obligation de bonne foi, le devoir du franchiseur de protéger la bannière, des règles d'appréciation commerciale, on a un petit peu d'obligation des administrateurs dans la communication des renseignements. J'aimerais qu'on fasse juste rapidement le survol d'un article qui vient du blog du CRL.com de Maître Stéphanie Détrempe chez Lavery de Billy, qui date de 2015, mais qui s'intitule « 10 jugements essentiels, les leçons des tribunaux québécois en droit de la franchise ». Je voulais qu'on fasse un petit peu le tour, toi et moi, afin que tu me dises si ça fait partie de ta pratique quasi quotidienne. On a Provigo Distribution contre Supermarché ARG, bien qu'on n'en a pas parlé, tu l'as dit 2 fois depuis le début. C'est l'obligation de collaboration et d'assistance technique du franchiseur, c'est ce que je comprends. Décision qui est encore super pertinente, notamment pour l'obligation de bonne foi là, du franchiseur, qui a été reprise dans Duncan, qui est encore citée aujourd'hui, une décision toujours aussi pertinente.
Au numéro 2, Duncan Brands contre Bertico. Elle cite le cours d'appel, mais je pense que c'est important d'avoir fait le tour de l'édition de la Cour supérieure, du juge Tingley aussi. Je pense que les deux se lisent bien un après l'autre, puis sont importants dans le cas de l'application, notamment de 1434 du Code civil du Québec. Oui, sans aucun doute, l'une des décisions les plus importantes en droit de la franchise au Québec. On a, suite à ça, elle, son troisième franchise Cora, là, Québec Inc. contre une franchise Cora, sur l'obligation de renseignement. En première instance, la Cour devait déterminer s'il fait pour un franchiseur de ne pas transmettre les résultats d'un test psychométrique dans le cadre de la qualification du franchisé, l'évaluation d'un stage d'observation et les réserves relativement au site d'exploitation de la franchise choisie, constituait une erreur provoquée par le dol ou par réticence ayant vissé le consentement du franchisé lors de la conclusion du contrat de franchise. On sait qu'au Québec, il existe deux causes de nullité, là, l'erreur simple ou celle de l'erreur causée par le dol. Et selon la Cour, en 5 étapes, nous a dit qu'il ne s'agissait pas d'une erreur du juge de première instance de conclure que les documents réclamés par le franchisé étaient des documents de nature interne au bénéfice du franchiseur uniquement, justifiant ainsi la non-divulgation de ceux-ci aux franchisés. Vas-y, James. Non, c'est juste pour mentionner que le juge Nicolas Casiraire était sur le banc lors de cette décision. Ah ouais? Bon, maintenant qu'il est... Oui, maintenant qu'il est rendu juge à la Cour suprême, j'imagine que c'est une bonne décision. On peut juste dire maintenant que c'est une bonne décision. Non seulement c'est une bonne décision, mais c'est aussi une décision super pertinente pour les praticiens qui accompagnent des franchiseurs dans la qualification des franchisés. Donc, je pense qu'il y a des éléments qui se retrouvent dans cette décision-là qui doivent être pris en considération quand vient le temps de se poser la question quel franchisé on qualifie, de quelle façon on le fait. Là. Il y a des éléments importants que tu as mentionnés tout à l'heure, Hugo, là-dedans. OK, good. Merci, James Patrick Cannon, le recherchiste. C'est très bien vu. On s'en va ensuite dans entreprise MTY Tikiming, comme je disais tout à l'heure, contre McDuff. Là, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être le plus gros franchiseur. Ceux qui ne connaissent pas ça, mais sont propriétaires d'à peu près toutes les marques de restauration rapide dans les centres d'achat. Ouais. Donc, on avait connu ça avec Tikiming au départ, le restaurant chinois. Maintenant, je pense qu'ils ont à peu près tout ce qui existe là, sur l'obligation de renseignement. Donc, c'est l'une des décisions qu'on citait tout à l'heure, là, notamment de faire appel à des professionnels qui se connaissent dans la matière. Encore une fois, c'est une décision qui est reprise à l'occasion et qui est toujours aussi pertinente. Le 5e arrêt de principe, selon Maître Détrempe, c'est McMahon, distributeur pharmaceutique, contre Courchaine pour un bris de contrat. La Cour doit donner raison aux défendresses. En l'espèce, la Cour précise que l'article 1440 limite les effets du contrat aux seules parties contractantes et ne produit aucun effet quant aux tiers, à moins qu'il ne soit autrement prévu. Sa 6e décision de principe, Billard Dooley's contre entreprise Prébourg. La Cour d'appel, responsabilité des franchisés, fin abrupte des négociations et on n'a pas convenu du contrat de franchise. C'est ce que je comprenais. Et la Cour d'appel vient à la conclusion que les préjudices subis par Dooley's correspondent aux bénéfices qu'elle aurait obtenus de ces deux contrats de franchise. Donc ici, dans ce cas-là, ça serait des conventions de franchise qui ne sont pas signées, mais suite à des négociations. Donc, c'est une décision qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui pour les franchiseurs qui veulent notamment imputer une certaine responsabilité à leurs franchisés, puis qui est souvent citée dans d'autres décisions, et de mémoire qui a été reprise aussi dans Duncan Brand. Là. D'accord. Cette 7e jurisprudence, distribution Stéréo Plus contre 140 Gribber Holding, clause pénale et frais légaux. La question soulevée au terme de cette décision était de déterminer si le franchiseur, distribution Stéréo Plus, avait droit au paiement de la pénalité stipulée au contrat de franchise et au remboursement de l'ensemble de ses frais légaux. L'appel a confirmé le jugement de la Cour supérieure, mentionnant que le juge de première instance était justifié dans la détermination des honoraires extrajudiciaires et que les appelants n'ont pas, quant à eux, démontré d'erreur dans l'exercice de cette discrétion. Donc, ils ont été condamnés en application des articles 1373, 1374, tu en parlais tout à l'heure. 1437 s'applique encore dans ce cas-là, et 1379 contrat d'adhésion. Donc, ils ont droit à des dommages et les clauses de pénal s'appliquent dans l'ensemble pour les frais légaux, incluant pour les frais légaux. Donc, n'étant pas un plaideur, mais un rédacteur de contrat, je te dirais que j'utilise cette décision-là dans mes clauses visant à responsabiliser les franchisés lorsqu'on les demande. Comment c'est interprété dans le day-to-day, je te dirais que c'est pas moi qui peux répondre à ça. Fait qu'il y a un exemple. Ouais. Le 8e, 9103-1658 Québec Inc. contre Café Vienne. On en parlait tout à l'heure, l'obligation de renouveler le bail.
responsabilité du franchiseur dans le renouvellement d'un bail principal dont le locataire était une société lui étant liée. J'ai pas lu la jurisprudence, mais je me pose la question, puis je te la pose. Dans un cas d'une convention de franchise, le locataire est normalement le franchisé. La pratique en franchisage veut que le franchiseur va devenir le locataire et va sous-louer le local à son franchisé. Okay. De sorte que si jamais il y a un problème et que ça va pas bien, le franchiseur va pouvoir continuer à exploiter le concept à l'intérieur du local qui est loué. Je te dirais que c'est une pratique qui a été développée au fil du temps, Hugo, mais qui n'est pas appliquée par tous les franchiseurs au Québec, ceci dit. Donc, dans cette affaire-là, Café Vienne, selon le tribunal, le franchiseur, qui était justement locataire et qui sous-louait son franchisé, le franchiseur doit s'engager à faire tout ce qui est possible et raisonnable pour renouveler le bail principal. Ouais. Donc, c'est une obligation qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Le 9e jugement automobile cordial limité contre Daimler Chrysler, Cour supérieure 2010, manquement découlant d'obligations implicites. Dans cette affaire, la demanderesse réclame auprès de la défendresse une somme d'environ 1,6 million de dollars en dommages en raison du défaut du franchiseur qui était Daimler Chrysler de respecter ses obligations de tolérer l'établissement de 3 concessionnaires sur le territoire de son franchisé. Non, ça c'est intéressant ça. Donc il y avait le franchisé avait une concession, mais Daimler Chrysler tolérait 3 autres franchises dans le même territoire. Qu'est-ce qui arrive avec des clauses territoriales dans les affaires de franchise, Guillaume Lapierre? En fait, il y a même plusieurs décisions des tribunaux sur cette question-là. Je te dirais que ça dépend chaque franchiseur sont différents sur cette notion-là. Il y a des franchiseurs qui vont limiter le territoire à l'adresse civique où est-ce que la franchise va être exploitée. Il y a d'autres franchiseurs, évidemment, qui vont donner des territoires plus vastes. Mais souvent, dans les contrats de franchise, les franchiseurs vont se garder le droit de scinder le territoire si le succès est au rendez-vous et auquel cas, on va habituellement donner un droit de premier refus au franchisé d'acquérir le territoire scindé ou d'élargir le territoire qu'on va avoir pris initialement. Là. OK. Donc, dans le cas qui nous occupe, automobile cordial contre Daimler Chrysler, les concurrents étaient non pas nécessairement des franchisés, mais des gens qui vendaient les automobiles de la même marque. Et on revient encore, la nature, l'équité, l'usage et la loi. C'est fou comment 1434 revient toujours. Parce que la Cour nous dit que même si le contrat n'indique pas explicitement que les concessionnaires ne doivent pas se faire concurrence entre eux, la Cour rappelle que les obligations du franchiseur, même s'ils n'y sont pas expressément consignées, peuvent découler de sa nature, de l'équité, de l'usage et de la loi. La Cour conclut que le franchiseur était tenu par un devoir de bonne foi et de loyauté à l'égard de son franchisé et avait l'obligation de faire respecter la marque Jeep qui lui était accordée. Ouais. Donc on revient toujours. On revient à Provigo avec ces fameux magasins héritage. Et la 10e, Québec Inc. contre gestion René Simoneau dans le cas d'une clause de non-concurrence. Plusieurs franchisés décident de quitter le réseau et procèdent à la résiliation de leur contrat de franchise. Ces derniers prétendent au caractère abusif des clauses de non-concurrence qui y sont stipulées et donc à leur invalidité alors que le franchiseur les juge raisonnables et la Cour conclut que les contrats de franchise étaient des contrats d'adhésion et qu'ils devaient être par conséquent interprétés en faveur de l'adhérent, soit le franchisé. Est-ce que ça arrive souvent qu'on a des clauses de non-concurrence dans les conventions de franchise? C'est effectivement la norme que d'avoir des clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise. Parfois, on va retrouver certains contrats qui n'en ont pas, mais évidemment, c'est très rare. La décision que tu mentionnes, Hugo, 91, 69, 35, 56 Québec Inc. contre gestion René Simoneau est pertinente. Par contre, mon réflexe, puis mon petit truc, c'est peut-être aussi de regarder, lorsqu'on doit les rédiger, ces clauses de non-concurrence-là, la jurisprudence récente dans les engagements de non-concurrence plus largement. Là. Tu le sais, c'est un domaine qui change beaucoup, là, les engagements de non-concurrence, et habituellement, il y a peut-être des décisions qui sont plus à jour et adéquates là, quand vient le temps de les rédiger. Oui, surtout que dans ce cas-là, c'est une histoire d'entretien paysager, et la Cour évalue la clause de non-concurrence et conclut que dans le domaine de l'entretien paysager, donc chaque cas est un cas d'espèce, une absence prolongée du marché suffit pour perdre pied dans une industrie qui se bâtit par le bouche à oreille. La Cour considère ainsi que le rayon de 20 km, donc c'est pas tant que ça, là, 20 km autour du territoire protégé est exagéré en l'espèce. Ouais. Donc en effet, quand on rédige des clauses, il faudrait regarder un petit peu la jurisprudence qui vient autour de tout ça parce que on pourrait avoir des surprises dans qu'est-ce qu'on pense qui est exagéré puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Ouais.
Alors, on est pas mal d'accord avec Maître Détrempe. Je pense que c'est une amie à toi en plus. Oui, je connais très bien Stéphanie, donc je ne peux qu'être en accord avec elle. Excellent. Écoutez, on va prendre une petite pause et au retour de la pause, on va parler de coaching, de démarrage d'entreprise, d'aspects juridiques incontournables en start-up. On va aussi parler des outils incontournables pour Guillaume et pour moi-même pour cette semaine. Pour terminer avec la présentation des invités à venir, qu'est-ce qu'on peut faire et où on s'en va. Alors, nous sommes de retour avec Guillaume Lapierre, où on parle avec lui de franchisage, notamment. Mais Guillaume a aussi plusieurs cordes à son arc. Il est coach pour des jeunes entrepreneurs. Et j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Donc, t'es coach où? À quel endroit? En fait, je suis coach pour la Fondation Montréal-Ligne depuis 5 ans. J'ai découvert la Fondation Montréal-Ligne par pur hasard dans un salon de l'entrepreneuriat à Montréal. Puis par la suite, j'ai été approché pour faire partie de l'équipe des coachs. Donc essentiellement, la Fondation Montréal-Ligne, qui était l'ancienne fondation du maire de Montréal, reçoit une série de candidatures de jeunes startups émergentes au Québec, à Montréal et au Québec, et va sélectionner parmi celles-ci certains lauréats qui vont avoir la bourse. Il y en a environ une vingtaine par année qui vont être boursiers de la Fondation. Et cette bourse-là, ce qui est intéressant, c'est oui, il y a de l'argent qui en retire, mais ça vient avec une série de coachs. Donc, autant des comptables que des avocats, des gens en marketing, en RH, en commerce international, etc. Fait que ça fait en sorte que les gens ont un accompagnement pour démarrer leur entreprise pendant 5 ans. OK, quand même. Et ça coûte combien pour une entreprise qui est sélectionnée? En fait, ça coûte rien. Donc, le coaching est offert gratuitement. Donc, les coachs ne chargent pas de leur temps pour accompagner ces entreprises-là. OK, wow. Ça fait partie de redonner à la collectivité. Puis moi, je le vois vraiment comme autant que ces entreprises-là, on leur apporte quelque chose qu'eux m'apportent beaucoup. Je te dirais que quand ça fait comme 6-7 mois que j'ai pas accompagné une jeune start-up de la Fondation, je vais écrire un petit courriel à la Fondation pour dire est-ce que vous avez des lauréats qui ont besoin d'accompagnement, là? Fait que j'en retire beaucoup à travers tout ça. Puis c'est qui l'avocat type qui donne du coaching? C'est sûr essentiellement l'avocat en commercial et probablement quant à moi l'avocat type parce qu'évidemment les questions, on le sait, quand on démarre une entreprise sont plus au niveau commercial, mais je pense qu'un avocat en litige commercial pourrait être interpellé. En propriété intellectuelle, évidemment, il y a beaucoup d'enjeux. Souvent, ces entreprises-là ont des enjeux de brevets, donc veulent savoir si leur produit est brevetable ou pas. Puis c'est sûr, je te dirais que dans les dernières années, ce que je vois en intelligence artificielle, quelqu'un qui a une niche en intelligence artificielle au niveau légal pourrait être très pertinente pour la Fondation. On a un épisode avec Alain Lavoie, qui est président de Herosoft, qui est justement en intelligence artificielle dans le domaine juridique. C'est assez intéressant. Si jamais tu vois quelqu'un, tu pourras faire les liens avec Alain Lavoie. Est-ce que les démarreurs d'entreprise, ils s'en vont surtout en franchise aujourd'hui ou... Je peux pas te dire au niveau... J'ai pas de statistiques là-dessus, évidemment, mais moi, ça m'arrive à l'occasion d'accompagner des clients où est-ce que je leur pose toujours la question, un peu comme dans une entrevue, tu te vois où dans 5 ans? Puis ça m'arrive à l'occasion de voir des clients qui me disent, je me vois avoir un réseau, je me vois avoir 8-9 entreprises, je me vois bâtir des partenariats, donc évidemment, le franchisage en est un. Là. OK. Donc, c'est plutôt des gens qui veulent devenir franchiseurs plus que d'être franchisés. Quand on est en démarrage, oui. Souvent, c'est ce qu'on rencontre. C'est quoi les premières étapes en démarrage d'entreprise, un coup qu'on a notre idée, là, on fait quoi demain matin? Ben, t'es avocat, Hugo, je te dirais, on la protège. Donc, on s'assure que cette idée-là, évidemment, va pas être copiée. Attends, je prends des notes. Je t'en apprends ce matin. Mais évidemment, je pense que c'est de se structurer. Puis les entrepreneurs sont plus en mode, j'en accompagne, là, je commence à comprendre un peu leur pattern. Ils sont plus en mode, on veut faire des ventes, on veut aller souvent et vite, mais des fois, on va trop vite. Je pense que de se structurer, prendre le temps de faire les choses correctement, éviter des écueils qui vont nous coûter peut-être plus cher dans le futur parce qu'on s'est mal structuré, parce qu'on n'est pas allé voir le comptable, on n'est pas allé voir l'avocat. C'est correct de faire un site web, c'est correct de faire un brand, c'est correct de mettre de l'argent dans le marketing, mais je pense que d'éviter les aspects légaux incontournables, c'est peut-être une erreur que plusieurs font malheureusement. Ouais, le plan d'affaires. Hein. Le plan d'affaires, on le dira jamais assez. Lorsqu'on commence à mettre nos idées par écrit, on voit qu'on a d'autres idées, on est capable aussi de tempérer certaines idées, on voit qu'il y a des choses qui sont possibles, qui sont impossibles. Ouais. On s'incorpore à quel moment?
au départ ou on attend d'avoir rencontré un conseiller financier et un conseiller légal? Ben c'est sûr que le comptable va te répondre de t'incorporer plus tard que l'avocat parce que l'avocat va être là pour protéger tes intérêts puis t'assurer finalement que tu es moins à risque personnellement. Fait que moi, c'est sûr que dans certains secteurs, je dis à mes clients, tu t'incorpores la première journée. Je me bats à l'occasion avec des comptables pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas juste le chiffre d'affaires dans la vie, là, il y a toute la protection. Mais c'est vraiment du cas par cas. Puis évidemment, tu le sais, il y a des secteurs d'activité qui sont tellement moins à risque. Hein, je pense que les services professionnels, c'est un bel exemple où est-ce qu'on peut attendre habituellement une certaine profitabilité avant de s'incorporer. Tout à fait. Et je te le donne en mille. On va voir son avocat ou son comptable en premier? Mais son avocat, évidemment. Non, je pense qu'il faut aller les voir pas mal dans la même séquence, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et est-ce que les gens voient trop grand, selon ton expérience, lorsqu'ils s'en vont en affaires? Moi, je trouve qu'on voit jamais assez grand. Hein, puis évidemment, puis ça, c'est un bon livre, d'ailleurs, pour les auditeurs, la biographie d'Alain Bouchard qui dit, dont le titre, c'est « L'homme qui a rêvé sa vie ». Là, donc moi, Alain Bouchard de Couche-Tard. Exact, oui. Je trouve qu'on voit jamais assez grand, puis les entrepreneurs, ce qui est intéressant avec eux, c'est que dès que tu as cette vision-là, puis plus que tu alimentes cette vision-là de grandeur, plus que je pense que tu es en mesure de faire des grandes choses. Là. Mais, dans cette grandeur-là, moi, je dis toujours, il faut quand même que tu la canalises. Donc, hein, un avocat, on va canaliser avec quoi? Avec des structures légales, avec un contrat pour te protéger. Le comptable va avoir sa portion de job à faire aussi pour s'assurer que les états financiers, la structure financière va faire du sens. Donc, c'est correct de voir grand, mais il faut quand même s'y mettre un filet de sécurité là, dans tout ça. Est-ce que toi, ton cabinet ou dans le coaching ou dans ton accompagnement au démarrage d'entreprise, discuter des méthodes de financement? Est-ce que ça fait partie de ton mandat, soit en coaching, en démarrage ou chez Terrien Couture? Bien, c'est sûr que j'accompagne souvent les clients où est-ce qu'on a à mettre en place des structures de financement. On a une équipe au bureau d'ailleurs qui est dédiée à 100% en financement d'entreprise. On a aussi un service chez Terrien Couture qui est offert sur l'accompagnement aux services financiers. Donc, on a une personne qui est dédiée, qui a fait du financement toute sa vie puis qui accompagne les entreprises dans la recherche de financement, là. Maintenant qu'on fait un peu le tour, je sais que tu as donné récemment une conférence avec ta collègue Audrey Joly, l'ancienne présidente du barreau de Laval d'ailleurs, sur les aspects juridiques incontournables en start-up. Alors là, je te prends pas par surprise. Peux-tu nous parler un petit peu d'aspects juridiques incontournables en start-up? Oui, en fait, la formation qu'on a fait, la conférence qu'on a fait, moi puis Audrey qui est une avocate de litige commercial pur, donc on s'est dit comment on peut allier nos deux expertises, tant en droit transactionnel qu'en litige commercial, et se dire qu'est-ce qu'on a besoin, une entreprise qui commence a besoin évidemment de savoir pour éviter des erreurs. Donc c'était vraiment un crash course de droit 101 pour jeunes entrepreneurs. Donc on allait autant du démarrage, hein, est-ce qu'on va vers une incorporation, on va vers une société de personnes, etc. Est-ce qu'on part en affaires seul ou on part à deux? Si on part à deux ou à plusieurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Convention d'actionnaire, les contrats de société. Ben voyons, c'est 50-50, pas de convention d'actionnaire. Oui, ça, c'est effectivement ce que la loi dit, mais le livre, hein, tu le connais, Hugo, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Après ça, on parlait un peu de pays, donc marque de commerce, hein, quand on la protège, de quelle façon on le fait. On a parlé de financement, où on va le chercher, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et tout. Puis évidemment, on a parlé de litiges, donc les litiges classiques des startups. On a fait une petite revue là, de la jurisprudence là-dessus. Et disons, si tu avais le piège numéro 1 à éviter pour une nouvelle entreprise en start-up, qu'est-ce que tu nous dirais? Moi, je te dirais de faire attention de ne pas copier. De ne pas copier le concept, de ne pas copier les idées, de ne pas utiliser le matériel. Je pense qu'on en voit de plus en plus, là, des litiges en pays. Là. Ouais. Mais et moi, je comprends totalement ça, là, que les entreprises veulent se défendre pour ne pas se faire copier. Je pense que c'est ce que je conseillerais. OK. Donc, lorsque quelqu'un a une idée, je dois dire que je le dis aussi moi-même souvent, mais il semble que ça a déjà été fait. C'est un peu ça où on s'en va. Là. Ouais. Et est-ce que tu vois que les nouveaux entrepreneurs sont plus en produits ou sont en service? Ben moi, c'est drôle parce que j'ai toujours accompagné que des nouveaux entrepreneurs parce que ça fait juste 6 ans que je pratique. Donc, je te dirais que la tendance est au service. Mais avec toutes les nouvelles entreprises technologiques, il y a encore beaucoup de place pour le produit, assurément. Là.
Merci Guillaume, ça c'est excellent pour cet aspect-là. Évidemment, je comprends que n'importe quelle nouvelle entreprise peut communiquer avec toi ou ton cabinet ou des jeunes entrepreneurs, quelqu'un qui veut se lancer en affaires ou qui veut éviter certains pièges là, peut communiquer avec toi. Ça me fait plaisir. On passe maintenant à la section outils du praticien. Guillaume, moi j'ai le mien. C'est mon secret aujourd'hui. Et là, toi aussi, tu as un secret parce que tu ne l'as même pas partagé avec moi pour le synopsis. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous autres? Quelque chose d'incontournable, quelque chose que tu te sers à tous les jours, quelque chose qui fait que ta pratique ne peut pas fonctionner sans ça. Qu'est-ce que tu peux nous faire découvrir aujourd'hui? Dans le synopsis que tu m'as envoyé, Hugo, tu as mis outils au pluriel, donc je me suis permis d'avoir 2 outils ce matin. Wow, un 2 pour 1. C'est sûr que le premier outil, évidemment, qui est un incontournable, puis je pense que ça a déjà été dit dans d'autres podcasts, là, mais on a des outils technologiques incroyables comme un praticien. Alors, je t'arrête. T'es iOS, t'es un gars d'iPhone et d'iPad. À 100%, assumé. Et j'ai la chance de travailler dans un cabinet qui n'utilise que les produits Apple, donc j'ai cette chance-là. Je pense que j'ai pas besoin de dire aux auditeurs qu'est-ce qu'un iPhone, mais au-delà de tout ça, ce en quoi l'iPhone m'aide, moi, ça m'aide à gérer ma pratique. Donc, évidemment, le calendrier qui est à la portée de la main à tout moment, le fait qu'on ait le web à portée de main, les applications qui existent pour gérer tant le temps que les dossiers. Pour moi, c'est un incontournable, c'est un outil. OK, c'est pas... Ça a pas... j'ai juste le terme en anglais, « take over your life ». Non. OK. Il faut apprendre à bien l'utiliser, c'est tout. OK. Est-ce que tu es toujours accessible? Oui. Et ton portable perso, et c'est ton portable de bureau? Oui. OK. Et au niveau des applications, tu dis ta gestion de temps, tu la fais aussi sur ton téléphone? Oui. Donc, tu as une application qui te permet d'entrer ton temps sur ton téléphone? Oui. Et c'est lié au système central de tenue de temps au bureau? Au bureau, oui. OK, nice. iPad aussi? Oui, pour la prise de notes en entrevue, j'utilise l'iPad couramment. OK, c'est intéressant. Donc, tu t'en sers prise de notes? Oui. Et... recherche sur le web. Recherche sur le web. Est-ce que tu as des ressources, est-ce que tu as des doctrines ou des choses comme ça déjà enregistrées sur ton iPad? Ouais. À chaque fois que j'en achète, il y a toujours les codes de l'éditeur que j'utilise pour les rentrer dans l'iPad. OK, nice. Donc, tablette et téléphone cellulaire. Ça, c'est le premier outil. OK. Là, je suis curieux pour le deuxième. Vas-y. Mon deuxième outil, en fait, c'est la banque de modèles de contrats Edilex qui est dans le centre de documentation chez Edilex. Je prêche évidemment un peu pour ma paroisse, étant donné que Groupe Terrain Couture est l'actionnaire, évidemment, de Edilex. Mais au-delà de tout ça, dans la pratique d'un avocat en droit des affaires, les modèles de contrats qui s'y retrouvent sont super intéressants. Là. J'aime souvent faire le parallèle en disant que la banque de contrats d'Edilex est pour un avocat en droit corporatif ce que Payette est pour un avocat en civil. Là. Donc, pour moi, c'est un outil que j'utilise constamment, qui est souvent mis à jour aussi. Donc, les contrats sont adaptés à la réalité d'aujourd'hui avec la jurisprudence et tout. Pour moi, c'est un outil fondamental. C'est quelque chose que j'avais oublié. Puis dans le fond, Edilex, c'est un incontournable tout à fait, mais c'est pas un réflexe que j'ai. Maintenant que tu le dis, on va mettre les liens nécessaires à Edilex sur les notes de l'épisode. Mais tu as tout à fait raison. C'est une excellente ressource. J'ai pas pensé à ça. Merci de partager ça avec nous. Moi, tu connais le mien déjà. Je suis un gars de podcast. Ce que je suggère aux gens d'écouter, c'est Stuff You Should Know Podcast, How Eyewitness Testimony Works, avec Josh Clark et Chuck Bryant. Alors là, voici d'où ça vient. La mémoire et le lien entre ce qu'on a vu et ce qu'on se souvient et qu'est-ce qui est exact, qu'est-ce qui n'est pas exact est extrêmement difficile. Alors, la prémisse de ce podcast-là, de Stuff You Should Know, How Eyewitness Testimony Works, c'est peu de choses sont plus convaincantes qu'un témoin désignant le suspect présumé dans la salle d'audience comme étant l'auteur du crime. C'est lui. Pouvez-vous nous le pointer dans la salle? C'est lui. Mais, dit-on, peu de choses sont aussi moins fiables que les témoignages oculaires. Nos souvenirs peuvent être assez terribles, ce qui compte lorsque vous vous trouvez dans la possibilité d'être condamné à vie. Donc, on a quelqu'un qui a un souvenir absolument terrible. Et il y a des forensic neurologists qui viennent appuyer la thèse que finalement, les témoins oculaires, c'est des témoins qui sont terribles et qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte puisque l'œil est habitué à voir ce qu'il interprète par le cerveau.
Donc, on peut aller de gauche à droite, se souvenir qu'est-ce qui était à gauche, se souvenir qu'est-ce qui était à droite lorsque notre tête a arrêté, mais que dans le milieu, on ne le sait plus. Tout ça est vraiment, vraiment très, très, très intéressant et ça devrait être quelque chose qui est su par les praticiens lorsqu'on s'en va à la cour. Alors moi, je suggère à tous les avocats, et j'ai mis le lien, d'aller écouter le podcast How Eyewitness Testimony Works, de Stuff You Should Know Podcast. Alors moi, c'est ça mon outil du praticien de la semaine, aller écouter un podcast de plus. Très intéressant. Ce qui termine notre entretien avec Guillaume Lapierre. Guillaume, on sait que tu es chez Terrien Couture. Projet à venir, conférence, enseignement, texte, quelque chose qui s'en vient? Que tu évidemment, j'ai 2 cours à l'université à l'UQAM que je donne cet automne. Sinon, je vais donner le module en droit des affaires aussi à l'école du barreau. Je vais écrire un article en droit de la franchise, justement, dans la 2e édition du livre Droit des PME, qui est co-dirigé par Shannon Bouchard. Donc, je te dirais que c'est ce qui va occuper pas mal mon automne, au-delà du bureau. Ça va, on attend pour une sortie quand? C'est prévu septembre 2020. Septembre 2020. Donc, on se met un rendez-vous pour septembre 2020? Sur notre application mobile. Oui, pour discuter de ça. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Twitter, LinkedIn, téléphone? LinkedIn ou sinon téléphone. LinkedIn, Guillaume Lapierre? Oui. Téléphone au bureau? 450-682-5514. Je vous remercie, Guillaume Lapierre. Je remercie James Patrick Cannon. Je remercie Constance Saint-Pierre. Les invités à venir, on vous rappelle que Maître Martin Subac va venir discuter du dossier et la sentence dans l'affaire Bissonnette. On a Marc-André Séguin qui va venir nous parler des anges Snowden. Au niveau des surprises, nous sommes en discussion avec certains bâtonniers, juges et Marie Rinfray, la protectrice du citoyen. Donc, c'est là où on s'en va pour les prochains épisodes. Sinon, je vous remercie de votre attention. Le mot-clé pour cet épisode est franchise. Ça manque un peu d'originalité, mais ça sera ça. Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com ou sur notre fil Twitter @rivercastmedia. Restez à l'affût de Rivercast Media pour le lancement prochain de la série judiciaire Innocentia. Et ça, vous allez être très surpris et je suis bien fier de ce projet. On va donner plus de détails sous peu. Quant à moi, je suis @HRMartin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcasts. Sachez que vous pourrez sous peu rechercher sur Google le contenu de nos épisodes en format plein texte. Restez à l'écoute des prochains épisodes, nous allons accueillir d'autres invités de marque. Idée originale et réalisation, animation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglioni de Musique Redouane. À la recherche-réalisation, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA. Et rappelez-vous, tout est question de preuve.